Oui, d'abord, sans elle, je ne serais même pas là. Donc, vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'elle a fait. S'est battue contre l'adversité. Bon, j'espère que tu n'es pas trop déçu quand même, hein, parce que je vais te donner un formulaire à remplir, une fiche de satisfaction. Ok, on continue avec la définition. Donc, oui. Il y a des gens qui veulent le film, mais... Des gens qui veulent allumer le film. Allez-y, je décide pas des choses. Allumer quoi? Le climatiseur, je décide pas des choses. Ah oui, vraiment? Please. Ok, si vous voulez, hein, c'est vous qui décidez. Mais je vous préviens, je performe beaucoup moins bien avec la climatisation que dans l'achat. If it starts fluctuating, we will stop. Yeah. We can switch over tube lights actually. Come on, we need it. It's not a movie. Est-ce qu'il y a une petite révolte ou révolution Bon. Par contre, je vous préviens, j'ai sommeil. Donc, posez des questions. Bougez. Ouais, non, mais même le café, là, non, il n'y a qu'une sieste ou des questions, des remarques, des insultes, des trucs là qui font que ça va faire redémarrer la machine. Mais je sens que mon cerveau est un peu... Alors, on a vu la notion de définition et les principes de base de la définition ce matin. J'espère que ça a changé votre vie. C'est supposed to be a life changer. Donc, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir? Oui. Une question. À quel point faut-il simplifier le composant central? Par exemple, je pensais à la définition d'une chaise. Deux chaises. Oui, deux chaises, pardon. Non, ça a l'air... parce que moi-même, je fais l'erreur des fois, mais ça a l'air d'être du pinaillage, mais en fait, on parle d'un terme de la langue, on ne parle pas de la chose. Et si on se met dans un état d'esprit, on dit comment on définit une chaise, on est mal barré. On est en route pour parler de la chose et pas du mot. Oui, donc, excuse. Le composant périphérique sera pour s'asseoir, selon moi. C'est un des composants périphériques, oui. Et pour le composant central, faut-il dire un objet ou un meuble? Alors ça, c'est vraiment problématique parce que, en fait, l'existence des termes génériques, c'est très intéressant. Et oui, les génériques, c'est super intéressant. Et le problème, souvent, c'est qu'il y a des trous lexicaux au niveau des génériques. Donc, en réalité, même en anglais, où on a piece of furniture, le problème, quand même, c'est que est-ce que piece of furniture, c'est vraiment un terme de l'anglais, de la langue générale? C'est pas absolument clair. Peut-être que c'est tellement générique qu'on l'emploie justement pratiquement jamais. Et justement, les termes génériques, c'est assez paradoxal, parce qu'on présuppose toujours, comme ils sont sémantiquement plus simples normalement, on présuppose toujours que les gens les connaissent. Mais moi, je dis qu'il y a plus de chances que quelqu'un connaisse chair que piece of furniture. Et pourtant, c'est le terme générique. Donc, c'est souvent problématique. Et pour le français, alors, je suis tombé sur ce problème pour le français pas mal, parce que j'en reparlerai, je vais dire deux mots de ça, des étiquettes sémantiques. Mais donc, on utilisait un système d'étiquetage sémantique, on élaborait une sorte de hiérarchie d'étiquettes sémantiques. Et bon, avoir comme composante centrale meuble, par exemple, pour armoire ou commode, ou
même avec table, ça devient difficile de dire que table, c'est un meuble en langue de tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'on a? Éléments de mobilier. Mais en fait, le fait est que je ne crois pas qu'il y a en français un terme générique qu'on va pouvoir utiliser. Pour chaise, on ne peut pas dire meuble, on ne peut pas dire élément de mobilier, c'est trop, on se croirait dans un catalogue du Printemps ou des Galeries Lafayette. Et donc, il va falloir fabriquer la composante centrale. Et donc, il va falloir dire que il va falloir y penser pour le normaliser, pour utiliser toujours ça. C'est sûr que c'est une chaise, c'est un objet fabriqué. Ça veut dire, si à la maison, j'ai récupéré un bio, vous savez, donc une log, et que comme ça, et je dis, j'ai 3 chaises dans la pièce, ça ne marchera pas. Et on peut dire que ça me sert de chaise. Mais ce n'est pas une chaise, donc c'est... Si par contre je l'ai un peu arrangé, je l'ai taillé ou je ne sais pas quoi, je pourrais finir par dire que c'est une chaise. Mais donc une chaise, c'est un objet fabriqué. Moi, je dirais, c'est un objet fabriqué pour la vie de tous les jours, ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, c'est ça qui le réunit, Mais je n'ai pas travaillé à trouver la bonne façon, donc je n'ai pas une réponse immédiate pour ça. J'étais un peu paresseux parce que ça fait longtemps que j'ai le problème. Mais donc je dis, il faudrait s'asseoir, il faudrait se faire un petit comité, et puis décider, parce que ça concerne des milliers potentiellement d'unités lexicales, comment on va le dire. Grosso modo, pour moi, je ne voudrais pas dire que c'est un objet de la maison ou un objet du bureau non plus, donc c'est un objet fabriqué pour l'usage individuel ou quelque chose comme ça. Donc il faut dire que c'est un objet qu'on fabrique, c'est pas un outil, c'est pas quelque chose, mais c'est quelque chose pour nous. Ok? Et donc ce truc-là est très très général et potentiellement ça peut concerner vraiment des choses qui sont très éloignées sémantiquement. J'en suis conscient. Donc ça veut dire qu'après, il va falloir tout de suite embarquer pour qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc la composante centrale sera très générale, objet fabriqué pour l'usage individuel ou pour l'usage personnel. Donc pour l'usage personnel, par exemple, c'est pas un truc. Donc on l'utilise pour nous. Je pense que c'est ça qui est important. Et tout de suite, effectivement, de dire à quoi ça sert. D'ailleurs, en règle générale, pour un objet fabriqué, la première composante périphérique, surtout si la composante centrale ne le permet pas bien, c'est tout de suite de dire à quoi ça sert. Donc, si on définit par exemple allumette et qu'on dit que c'est un petit objet de forme allongée, on s'en fout que ce soit de forme allongée ou n'importe quoi. C'est de forme allongée parce qu'en fait, comme on le tient à la main, on fait du feu, il faut que... Mais ça, c'est une conséquence. Tout de suite, c'est un objet pour faire du feu. Et comme ça, allumette, briquet, tout ça, ce sera ensemble. Parce que sinon, un objet de forme allongée qu'on tient à la main, on aura allumette, on aura cure-dent, on aura toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir. Coton-tige pour se nettoyer les oreilles, oui. Oui, non, mais justement, cette question qu'il a posée, que faut-il utiliser le terme meuble pour décrire la chaise ou pas? En fait, on dirait que oui, parce que ça, c'est le genre prochain, et en plus, c'est ce qu'on appelle archilexème. Quel terme? Un meuble. Non, moi, je ne serais pas pour ça. À la limite, je veux bien faire une composante centrale, parce que la composante centrale doit être classifiante. Donc, elle peut se permettre d'être assez spécifique si on sait qu'on a des dizaines d'unités lexicales que ça va classer. Donc, on n'a pas l'unité lexicale, mais donc, par exemple, pourquoi ne pas avoir une composante centrale, objet qui sert à s'asseoir? Parce que je peux vous garantir qu'en français,
c'est comme un terme générique. On pourrait avoir une unité lexicale, on appelle ça un siège. Bon, on a siège, mais ça ne va pas marcher. Mais objet pour s'asseoir, c'est classifiant, donc ça nous suffit. Et classifiant, ça... Entre meuble et siège, oui, siège est plus proche, n'est-ce pas? Le genre prochain, si on applique ce critère-là, n'est-ce pas? Faut-il chercher un archilexème s'il y en a? Mais s'il n'y en a pas, et siège, ça me gêne parce qu'on ne pourra pas l'utiliser pour canapé, on ne pourra pas l'utiliser pour sofa, on ne pourra pas l'utiliser... Siège, non? Non. Ah bon? Sofa, on peut dire que c'est un siège. Une seule place. Plutôt, et puis des tabourets, je ne peux pas dire siège. Ouais. Alors, il ne faut pas hésiter, parce qu'en fait, tout ce que ça veut dire, on a un trou lexical, mais ce qu'on cherche, c'est une unité lexicale qui veut dire objet qui sert à s'asseoir. Si on en a suffisamment. Donc, l'idée, c'est qu'un générique, donc la composante centrale, il faut que ce soit générique. Et donc pas trop vague, parce que du coup c'est plus vraiment générique, ça ramène les torchons et les serviettes, même pas les torchons et les serviettes, mais les fruits et les cochons d'Inde. Et puis en même temps, il ne faut pas que ce soit hyper spécifique, parce que justement, en théorie, ça doit classer. Classer, en gros, si on est sûr qu'il y a déjà une dizaine d'unités lexicales que ça va classifier, ben on peut le dire, on est tranquille, on sait que pour 10 définitions, on va le faire. Et pour objet qui sert à s'asseoir, je peux garantir qu'il y en a plus de 10. Surtout si on va dans tous les... Et parce qu'en fait, il y en a plein qui veulent dire sorte de chaise, mais c'est difficile, on ne va pas définir fauteuil comme sorte de chaise. Donc si on dit objet qui sert à s'asseoir, ben, on a tabouret, strapontin, fauteuil, chaise, et puis tous les noms pas possibles, spécifiques. Donc en fait, on en a peut-être plus d'une centaine. Et donc on se fabrique notre expression. Mais il faut y réfléchir, et donc ça veut dire qu'il aura son propre générique parce qu'on a suffisamment de noms d'objets qui servent à s'asseoir. Et ce ne sera pas le même générique que pour lit. Ben, lit, objet qui sert à s'allonger, éventuellement, parce qu'on en a aussi beaucoup. Et donc, le fait que c'est un meuble, parce qu'en fait, le meuble, qu'est-ce que ça veut dire? Un meuble, c'est un truc pour l'intérieur, pour la maison, ou le bureau. Mais on a des chaises de jardin, on s'en fout que ce soit pour la maison. N'est-ce pas, meuble vient du mobilier? C'est de l'étymologie, et puis même mobilier, un bien mobilier, ça veut dire un bien qu'on peut déplacer. Donc, ça veut dire que c'est sûr qu'une même unité lexicale peut avoir plusieurs termes génériques. Donc, si on a fait la locution, parce qu'elle existe en français, élément de mobilier comme piece of furniture, c'est une locution. Moi, ça ne me gêne pas de l'avoir, et il faut la faire, et même de dire que c'est un générique pour chaise. Même il peut y avoir une chaise qui n'est pas du tout un élément de mobilier. Je ne sais pas si par exemple il y a un nom particulier pour la chaise qu'utilise le bourreau avant de couper la tête à quelqu'un qu'on met à côté de la guillotine. On ne peut pas dire que c'est un élément de mobilier, mais ça peut être une chaise. Et c'est sûr qu'il y a des chaises qu'on utilise. Peut-être que les chasseurs qui ont des espèces de chaises particulières quand ils se mettent dans des affûts dans la forêt pour attendre, ils ont un nom particulier pour ça. Dire que c'est un élément de mobilier, ça ne marche déjà plus. Dire que c'est un meuble, non plus. Donc, ça ne me gêne pas de dire que parmi ces termes génériques pour chaise, il y a élément de mobilier. Mais ce n'est pas un bon candidat pour être un générique parce que c'est trop technique. C'est quasiment technique. Et donc, c'est pas bon. Et à mon avis, c'est comme piece of furniture. Donc ça, c'est un truc pour des catalogues de magasins ou pour des trucs de ce genre-là, c'est quasiment officiel. Donc moi, ça me va très bien, objet qui sert à s'asseoir, objet qui sert à s'allonger, objet qui sert à marcher même. Ok, parce que canne, béquille, marchette, tout ça. Et donc, objet qui sert à, et puis on dit quoi, et c'est la composante centrale. Donc du coup, ce à quoi ça sert pour de vrai, c'est dans la composante centrale, c'est pas dans la composante périphérique. Dans ce cas, si on dit un objet fabriqué,
Oui, mais objet fabriqué, c'est trop général. Parce que une paire de sandales, c'est un objet fabriqué. Une allumette, c'est un objet fabriqué. Une fusée interplanétaire, c'est un objet fabriqué. Donc, objet fabriqué, ça veut dire objet. Donc, ça veut dire artefact. Et donc, artefact, c'est trop général. Sauf si on veut avoir la composante centrale artefact pour quelque chose qui veut dire juste un peu plus qu'artefact. Donc, il faut normaliser, ça ne me gêne pas. C'est mieux de construire une expression générique en y réfléchissant bien que d'utiliser un terme qui est soit technique, qui ne marche pas bien, qui est bancal, etc. Donc, une unité lexicale peut être un très bon générique pour une autre unité lexicale, mais être une très mauvaise composante centrale. Et le truc à garder à l'esprit, c'est un gender, next gender, genus. Qu'est-ce qui fait que quelque chose est un genus dans l'esprit d'Aristote et dans le nôtre? Ça veut dire qu'il faut que ce soit classifiant. C'est très important l'idée. Il y a des unités lexicales qui sont classifiantes et d'autres qui ne le sont pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qu'on a soumis à la question où il y a une partie de cricket. Les chaises bougent toutes seules. Oh là, ça commence. Donc les objets qui servent à s'asseoir bougent tout seuls. Donc voilà, c'est vraiment une question, un problème. Mais ma réponse, c'est si on voit qu'on a il faut regarder qu'est-ce qu'on a. Et si on a un paradigme important, alors on a intérêt, parce que ce paradigme important fait que ça va nous être utile. Parce que je me demandais, parce que dans la Larousse, pour susurrer, il y a dire quelque chose, oui. Mais dans TLFI, c'est murmurer. Oui. Ou c'est plus spécifique? Oui, mais ça veut dire que c'est parce qu'ils considèrent que susurrer, c'est murmurer plus. Alors, le seul problème, la seule restriction qu'on peut avoir là, c'est est-ce que c'est classifiant? C'est pas gênant d'avoir une composante centrale qui est pas très, si elle est lexicalisée. C'est pas gênant si elle n'est pas très classifiante. Mettons, on a juste 2 unités. Bah, déjà, s'il y en a 2, en un sens, c'est une classe. S'il n'y en a qu'une, s'il n'y a qu'un hyponyme de murmurer qui est susurré, tout ce que ça voudra dire, c'est que ce n'est pas en plus un génère. Parce que pour que ce soit un génère, ça doit être classifiant. L1, L2, L3 et autres L génériques. Donc il faut que ce soit classifiant. Mais si on a juste, pour ce terme-là, juste un truc plus spécifique, ben autant l'appeler comme ça. Ça veut dire qu'il faut connaître l'autre terme pour comprendre celui-là. Ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Je ne sais pas vraiment. Prata, s'il y a un type additionnel plus particulier qui est le prata, qui est fait avec du cumin ou je ne sais pas quoi, il n'y en a qu'un. Et ben, c'est normal quand même de le définir par prata fait avec du cumin. Et donc c'est pas grave si c'est pas un générique parce qu'il n'y a pas tout un paradigme de type 2. Donc voilà. Mais si on construit une expression, là c'est mieux, on va choisir de faire notre expression pour qu'elle soit classifiante. Et moi j'aime mieux voir dans un dictionnaire objet qui sert à s'asseoir, et on dit comment on s'assoit, etc. Plutôt que de voir élément de mobilier, main. Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, élément de mobilier en un sens. Et c'est vraiment intéressant, parce que justement, ça a été une révélation pour moi on a une collaboration, bon c'est surtout Véronica Lux qui s'occupe de ça, c'est elle qui gère ça. On a une collaboration qui a duré longtemps avec des enseignants, donc comme je l'ai dit, du primaire et du secondaire, donc d'une REP+, donc une zone prioritaire, enfin je sais pas, REP ça veut dire réseau d'éducation prioritaire. Donc c'est dans des endroits où il y a vraiment des gens avec très peu de moyens, beaucoup d'immigration, et donc des gens aussi dont il y a des problèmes de maîtrise de la langue française à la maison, etc. etc. Et donc, bon, il y a une définition légale de ça, et il y a un statut spécial. Et donc, on collaborait avec des enseignants de cette REP+, donc le plus, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et bon,
Véronica, elle a vraiment assisté à plein de séances de cours. Elle allait dans des séances des classes, du primaire, du secondaire, avec son cahier, hyper méticuleuse. Elle a un trésor, justement, parlant des trésors. Elle a vraiment une collection super intéressante d'observations faites comme ça, en situation naturelle, sur tout ce qui peut arriver, les genres de problèmes qu'il y a, les difficultés. Donc c'est vraiment, je dirais pas que c'est un trésor, c'est une mine d'or, c'est fait pour en sortir des choses. Et bon, moi, trop occupé par d'autres choses et tout, mais c'est vraiment tellement dommage. Je me suis assis dans une classe une fois pour assister à une séance de cours d'1 heure. Mais en 1 heure, j'ai appris tellement de choses en regardant ce qui se passait donc c'était un cours du primaire, entre l'enseignant et les élèves. Donc il y avait un cours de vocabulaire, justement, avec, la majorité des élèves n'étaient pas de langue maternelle française. Et donc il y avait, je sais pas, des gens qui parlaient le romani, des gens qui parlaient plutôt l'ukrainien, l'arabe, etc. Donc, mais bon, ils apprenaient le français à l'occasion du temps qu'ils passaient à l'école, parce que pas trop à la maison. Et elle avait donc des exercices où elle avait des espèces de... Elle avait des cartes où elle avait dessiné des objets, puis il y avait le nom de l'autre côté. Puis donc elle leur faisait... Et ça allait par famille d'objets. Et donc tasse, soucoupe, des choses comme ça, assiette. Et ce qui était très marrant, c'est que en fait, en interagissant avec eux, il faut qu'ils apprennent qu'est-ce que c'est que tasse, comment ça se dit et tout. Mais elle utilisait des mots comme de la vaisselle. Elle utilisait des termes génériques, comme si ils connaissaient ces termes génériques. Mais en fait, on ne nous enseigne jamais les termes génériques. Et on les emploie très peu à la maison. Je suis sûr que ces termes-là, comme vaisselle, même des termes... Je pense qu'on apprend HLM, bâtiment, maison, HLM, maison, etc., avant d'apprendre construction, une construction, par exemple. Et donc, je me suis dit, il y a vraiment un problème, parce qu'on réfère à ces choses-là comme ça, et on en a besoin. On a besoin des noms des classes, mais ça s'utilisera presque pas à la maison, donc les enfants ne seront pas soumis à ce lexique-là. Et donc, comment faire? Il ne faut pas les utiliser. Et je me suis dit, mais non. En fait, l'école peut être l'occasion d'apprendre ces termes. Mais il faut savoir qu'il faut les apprendre. Et ces termes, ils sont quasiment impossibles à définir. Les vrais termes génériques comme ça qui servent à désigner une classe d'objets ou de choses, ils sont vraiment difficiles à définir. Et donc, eux, il vaut mieux pas les définir. Il vaut mieux faire comprendre leur sens par énumération, en présentant des exemples ou en énumérant des situations. Parce que justement, ils se définissent mal. Donc ça va un peu à l'encontre de ce que j'ai dit, il faut savoir définir et tout, mais sauf que les génériques qui sont conçus dans la langue, ils ont été élaborés dans la langue pour être des génériques, eux, ils ont du mal. C'est pas très surprenant en un sens. Si vous connaissez un peu Anna Wieczbicka, c'est vraiment intéressant, tous les travaux du Natural Semantic Metalanguage. Et donc, elle est à la recherche donc, des primitives sémantiques. Elle a élaboré des primitives sémantiques supposées être universelles, etc. Et elle dit justement, ce lexique-là de sens primitif, par définition, on ne peut pas les définir. Parce que si on cherche à les décomposer, on rend les choses encore plus compliquées parce qu'ils sont primitifs. Donc, aller définir vouloir, par exemple. On peut essayer de faire une définition de vouloir. Mais dans les faits, si c'est une vraie primitive sémantique, ou un primitif sémantique, ça ne se définit pas vraiment. Et les vrais génériques, ils ne se définissent pas vraiment, et il vaudrait mieux dire, on montre une assiette, un verre, etc. On dit vaisselle, ça s'appelle de la vaisselle. Et puis, voilà, c'est par imprégnation qu'on leur a appris. D'ailleurs, moi, je suis sûr que j'ai appris vaisselle de cette façon-là. Personne ne m'a défini qu'est-ce que ça veut dire vaisselle. Dans l'expression faire la vaisselle, alors au sec, tout ça, c'est la vaisselle. Oui, c'est ça. Mais c'est une locution en plus, faire la vaisselle, évidemment.
Et alors oui, un truc important. Donc ça, c'était comme une révélation. C'est super important, il faut une stratégie, il faut les acquérir, on en a besoin. Ils ne s'apprennent pas, ils ne s'enseignent pas, ils ne s'acquièrent pas de la même façon que des unités lexicales normales. Et parmi les génériques, du coup, il y a 2 familles de génériques. Il y a les génériques intrinsèques, c'est comme si la langue les avait inventés pour servir de générique, comme mobilier, vaisselle, même instruments, outils. Ils n'ont aucune raison d'être si on n'avait pas besoin d'un terme classifiant. Et puis il y a des génériques qui sont des génériques par accident. Par exemple, chien, c'est un générique en français. Mais c'est un générique par accident. Il n'est pas créé pour désigner une classe de choses. Il se trouve qu'on a plein de noms spécifiques de chiens. Mais chien, c'est très spécifique, on peut le définir sans aucun problème. Enfin, c'est pas si facile, mais on peut le définir. Mais chien, c'est pas comme vaisselle ou mobilier. C'est pas la même chose. Ils sont pas génériques de la même façon. Il se trouve qu'il y a plein d'hyponymes de chiens. Du coup, il devient un générique à cause de ces hyponymes. Mais on n'aurait aucun nom spécifique de chien, caniche, teckel, berger allemand et tout. Il n'y aurait que chien. Ça ne changerait pas grand-chose à la nature de l'unité lexicale chien. Mais vaisselle, ça ne peut pas exister en un sens, ou pièce de vaisselle, ça ne peut pas exister, ou literie. Voilà un autre générique, de la literie. Donc c'est comme des noms de substances, en fait, les génériques. Eh bien, ça ne peut pas exister si on n'a pas... Il est là parce qu'on a des notions construites par la langue lexicalisée qui font que c'est là. Donc c'est super intéressant, le générique. Ça fait quelques années que je travaille de plus en plus dessus parce que je n'avais pas réalisé à quel point c'est important. Et c'est potentiellement difficile. Ouais. Donc voilà. That's all I had to say about generic terms. Il y a d'autres questions? C'est bon, là, je commence à me réveiller. On est aussi préparé à découvrir d'autres choses. Ok. Oh, bon, je n'assure pas les découvertes, hein. Mais bon, peut-être quelques révélations, quelques illuminations. Alors, là, je vais vous parler, je reviendrai dessus. C'est un truc que je trouve super intéressant. Parce qu'en fait, j'ai mis le doigt dessus un peu par hasard. Et puis, cette histoire d'ambivalence sémantique, c'est devenu de plus en plus important parce que je me suis aperçu que ça concerne énormément d'unités lexicales. Et il faut savoir, il faut le reconnaître pour... Bon, je pense que vraiment, peut-être moi et Yasmina Milicevic, on a fait un article ensemble là-dessus. Je crois qu'on a été parmi les premiers, ou peut-être les premiers, à construire vraiment la notion, c'est-à-dire à choisir ce terme ambivalence sémantique et à spécifier. Donc peut-être ça occurrait dans certains autres textes avant, mais je pense qu'on a un peu inventé la notion quand même. Et puis il faut que je vous prévienne, Melchouk, il n'aime vraiment pas le terme. Ça ne veut rien dire ambivalence, je ne sais pas ce que ça veut dire ambivalence et tout, mais moi j'aime beaucoup le terme. C'est ambivalent, ils sont ambivalents. Donc ça, on ne se mettra jamais d'accord, il faudra attendre peut-être 10 ou 20 ans. Mais bon, ça m'intéresse de vous faire passer le truc parce que ça a beaucoup d'incidence, et notamment pour les traductions, pour le passage de langue à langue, etc. Parce que c'est quelque chose que les bons lexicographes, on le voit dans les dictionnaires, perçoivent, gèrent, des fois de façon implicite, peut-être inconsciente aussi. Mais ça arrive tout le temps. Donc, il s'agira de parler de ça, et dans le contexte de la connexion entre les définitions et la combinatoire des unités lexicales. Parce que tout est une histoire de combinatoire. Si on n'avait pas accès à la combinatoire d'une unité lexicale, on ne peut pas en faire la définition. Okay, donc c'est au centre de tout. Donc, en gros, on peut dire que la définition, elle rend compte de ce qu'on appelle la combinatoire libre. Ça veut dire la définition analysant le sens et montrant les composantes de sens. Ben, si je connais la définition, donc je connais le sens, je sais tout ça dans ma tête, et du coup, je
je sais ce qui peut être compatible ou incompatible. Donc retournons à notre définition un peu formalisée de susurrer. Murmurer avec une voix légèrement sifflante, etc. Et donc ça, c'est construit sur murmurer, qui lui-même est construit, parce que c'est récursif, sur faible intensité de la voix. Okay, murmurer veut dire, on dit quelque chose oralement, alors c'est oralement, donc quand il disait dire, il voulait dire oralement. On ne peut pas murmurer par écrit. On ne peut pas susurrer par écrit, mais on pourrait avoir un verbe qui est un peu comme susurrer, mais c'est par écrit. Ça pourrait exister, ou c'est indifférent, c'est par écrit ou pas. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on murmure dans une lettre quelque chose à quelqu'un? Ça voudrait dire, on est dans une lettre, on lui communique la chose, mais en la rendant la plus discrète et la plus presque implicite possible. Et on pourrait avoir un verbe pour ça. Il n'y a pas un vrai verbe, on va dire on a suggéré, on a passé l'information, mais on pourrait tout à fait avoir l'équivalent de murmurer, mais par écrit. Et donc, comme on a faible intensité, nécessairement, la définition prévoit qu'elle lui susurrera haut et fort l'ordre de sortir, que ça ne marchera pas. Donc, j'ai mis le dièse ici qui veut dire incompatibilité sémantique ou stylistique, etc. Donc, c'est tout à fait grammatical, mais il y a un conflit sémantique ici. Alors qu'elle lui communiqua haut et fort l'ordre de sortir, il n'y aura pas de problème. Parce que communiquer est neutre si c'est communiqué oralement au niveau de l'intensité de la voix. Donc ici, je combine mon verbe avec, donc qui a son sens qui est décrit ici, avec un sens assez élémentaire, qui veut dire forte intensité, et donc je sais que ça ne va pas marcher ou je sais que ça va pouvoir marcher. C'est ce qu'on appelle ici la combinatoire libre. Et la définition, elle rend compte de cette combinatoire libre. La combinatoire qui découle du sens. Donc il y a des sens qui vont aller ensemble parce qu'il n'y a pas de contradiction sémantique. Et donc la définition nous permet de savoir ce qu'on peut dire librement, mais à l'inverse, l'examen de ces incompatibilités sert de révélateur pour des composantes de la définition. Donc au niveau de la combinatoire même libre, c'est important. Donc là, je l'ai mentionné, je pense, une fois, que c'est de la chimie sémantique. On provoque des réactions. Donc si j'ai un doute sur un verbe de communication orale, par exemple, j'ai un doute pour savoir, mais est-ce que ça conditionne? On le met dans l'éprouvette, on verse oralement fort, un truc qui veut dire ça, on secoue et on regarde ce qui se passe. S'il y a ça qui apparaît, ça veut dire que c'est faible intensité. Sinon, ça veut dire soit que ça veut dire fort déjà, ou soit que c'est neutre. Et donc c'est exactement comme ça qu'on doit procéder. Donc évidemment, on peut faire comme si on ne parlait pas français et aller voir dans le lexique, dans les textes, si on a des co-occurrences de susurrer avec haut et fort, ou très fort. Mais dans Frontex, on risque de ne pas le trouver parce qu'il y aura déjà très peu d'occurrences de susurrer. Et puis bon, on peut quand même l'essayer. Et moi, je n'ai pas besoin d'aller dans un corpus pour savoir, elle lui susurrera haut et fort que c'est bizarroïde. Bien sûr, je suis sûr que si je le cherche sur Internet, je vais le trouver, parce qu'on trouve tout, ne serait-ce que pour une blague ou n'importe quoi, ou une page qui est en fait une traduction automatique qui a donné un résultat bizarre, comme big word et gros mots, des choses de ce genre-là. Donc, c'est vraiment important d'utiliser ces trucs-là, parce que en examinant la combinatoire, on identifie des composantes. Et une définition avec des composantes, évidemment, bien explicitées, nous font savoir ces choses qu'on ne peut pas dire. Donc si quelqu'un connaît le sens de murmurer, il sait que s'il dit il murmurera très fort à l'oreille, qu'il fait une blague. Et s'il dit il lui murmurera très fort à l'oreille, c'est qu'il ne connaît pas vraiment le sens de murmurer. Okay ? Donc le lien entre définition et combinatoire est évident au niveau de la combinatoire libre. Mais il est aussi très important au niveau de la combinatoire restreinte, donc la phraséologie. Alors maintenant, il y a un phénomène très bizarre qu'on voit, et donc ça a émergé dans le contexte du projet lexicographique DICO. Donc je vous ai dit quand moi le dictionnaire explicatif, oui, très bien et tout, mais
j'ai besoin qu'on fasse des ressources lexicales qui peuvent être exploitées aussi informatiquement. Et ce dictionnaire-là, dans la façon dont il est fait, c'est impossible à gérer. Et donc, on avait commencé ce projet de base de données avec Mailchimp. Donc, pendant des années, on a travaillé ensemble. On utilisait FileMaker comme logiciel de construction de bases de données simple. On fait des fiches, mais ça permettait de stocker l'information bien. Et on avait vraiment normalisé la formalisation des choses pour qu'éventuellement toute cette information puisse être compilée automatiquement. Donc, avec des balises qui permettent d'identifier les différents champs et tout. Et donc, je savais que les définitions, ça prend beaucoup de temps à faire. Et j'étais impatient d'avoir déjà une ressource qui couvre quand même des choses. Et je savais aussi qu'au niveau de l'état de l'art en TAL, en traitement automatique de la langue, les définitions textuelles, à l'époque, on ne savait pas les gérer. Et donc, je me suis dit, bon, on peut quand même spécifier la structure actentielle, et on peut la formaliser. Donc, la structure prédicative, combien ça prend d'actants et tout. De toute façon, on en a besoin, parce que les liens de fonctions lexicales, on ne peut pas les encoder. Et je me suis dit, bon, un truc qu'on peut faire en traitement automatique, c'est utiliser des étiquetages sémantiques. Donc, justement, un peu comme des genres prochains, si vous voulez, ou des composantes centrales. Donc, des étiquettes sémantiques qui doivent être classifiantes, qui sont comme des paraphrases minimales, donc un peu comme un genre prochain, et on peut évidemment les construire de façon hiérarchique, et donc développons ce système d'étiquetage pour utiliser dans le DICO pour être capable de classifier sémantiquement. Donc je ne voulais pas construire une taxonomie, mais en étiquetant avec des étiquettes qui sont elles-mêmes structurées de façon taxonomique, ça permet de faire le même genre de choses qu'on fait avec une taxonomie. Alors la petite invention après que j'avais identifiée, c'est qu'en fait, ce qui était taxonomisé, si je peux parler ainsi, c'était des classes d'étiquettes. Donc par exemple, si on avait... Et le nom de la classe était toujours nominal. Donc par exemple, j'aurais dû me laisser plus de place. Donc, un truc que je vais écrire comme ça... je ne me souviens pas si c'était des majuscules que j'utilisais, ouais. Donc ça, c'était une classe d'étiquettes sentiments. Et donc ces classes étaient hiérarchisées. Mais ça, ce n'était pas les étiquettes elles-mêmes. Une classe d'étiquettes avait des instances. Donc si vous connaissez un peu les ontologies informatiques, il y a la différence entre classe et instance. Et donc sentiment avait une étiquette sentiment. Et cette étiquette sentiment, elle servait pour étiqueter les noms de sentiments. Mais il y avait aussi une étiquette, comme on n'a pas de verbe sentimenter, qui était éprouver un sentiment. Vous comprenez la philosophie, et même qui éprouve un sentiment. Donc, les classes d'étiquettes étaient hiérarchisées, avec classe et sous-classe, sous une forme nominale. Et chaque classe avait des instances qui étaient les vraies étiquettes qu'on utilisait pour étiqueter les noms, les verbes, etc. OK ? Ce qui fait qu'en fait, aimer et amour n'avaient pas la même étiquette, mais c'était des étiquettes de la même classe d'étiquettes. Pas mal, mais bon, je veux dire, ça ne prend pas un génie pour faire ça, mais c'était une bonne façon d'organiser, ça marchait bien. Et donc, on utilisait ces étiquettes, mais faute de grive, on mange des merles. Enfin, c'est clair que il faudrait des définitions, des trucs là, mais bon, d'abord, on n'avait pas la possibilité logistique, et puis, ça permettait déjà certaines choses. Donc, la description sémantique, c'était des étiquettes et des classes d'étiquettes. D'ailleurs, dans le RLF, comme on n'a pas vraiment fait beaucoup de définitions, on en a fait finalement très peu, on garde ces classes d'étiquettes, etc. Et puis, je me suis aperçu, j'autorisais que cette hiérarchie d'étiquettes ait des choses comme ça. Si vous connaissez un petit peu les ontologies informatiques, en fait, il y a différents types d'ontologies, on appelle ça les ontologies informatiques, donc avec des héritages de propriétés de classe à classe. Et il y a des familles, elles peuvent être plus ou moins compliquées. Il y a des ontologies informatiques avec, par exemple, une classe initiale unique. Donc il y a un truc en haut, et puis tout en dessous est ramené à ça. Évidemment, on a vu que ça ne marchait pas, parce qu'en fait, les taxonomies, ça ne marche pas pour les phénomènes naturels. Alors,
pour que nos ontologies informatiques, parce que c'était la grande folie, les ontologies informatiques, à partir des années 80-90, c'était pas possible. On obtenait des financements de recherche très facilement pour faire des ontologies. Ça a graduellement un peu baissé. Et après, on s'est dit, ben non, il faut des fois avoir plusieurs origines, plusieurs racines, parce qu'en fait, notre ontologie, elle est constituée de sous-ontologies. Donc ça devenait un peu plus compliqué. Et puis après, on s'est aperçu que, ouais, mais des fois, on a besoin qu'une classe, en fait, elle dépende de deux classes. Alors on a appelé ça des ontologies à héritage multiple. Ça veut dire que cette classe-là, elle héritait des propriétés de ça et de ça. Donc nos étiquettes sémantiques, on les avait développées un peu comme ça. Héritage multiple, la possibilité qu'une classe, en fait, c'est un peu une conjonction ou une disjonction de deux autres classes. Puis bon, j'arrête avec les ontologies parce que ce n'est pas notre histoire ici. Mais c'est intéressant de savoir l'histoire un peu. Et donc, il est arrivé qu'il y avait vraiment beaucoup de cas où, en fait, j'avais besoin d'un double étiquetage. Donc, je crée des classes conjonctives ou disjonctives ad hoc parce que j'avais des unités lexicales qui avaient, en fait, comme deux étiquettes. Et c'était un peu récurrent pour des familles sémantiques. Et souvent, je m'apercevais que, à un certain moment, on avait encodé ça comme ça, puis à un autre moment comme ça. Des fois, en mettant cette classe C1 et C2, des fois, c'était C2 et C1. Mais pourquoi ? Et donc, j'en avais parlé avec Yasmina, parce que Yasmina... quand j'étais arrivé à Montréal, elle devait faire une maîtrise, elle avait fait sa maîtrise là-dessus, sur les étiquettes sémantiques, on avait travaillé ensemble et tout. Et donc on s'est penché sur la question. Il y avait des problèmes notamment avec les noms d'énoncés ou d'énonciation. Vous voyez, un truc comme question. Question, c'est comme une action, questionner, mais c'est le contenu de la question en même temps. Une question de 3 mots. Donc si on peut compter les mots, ça veut dire que c'est le texte lui-même. Et donc ça, c'était très récurrent en français avec ça, et on a commencé à regarder, s'apercevoir qu'on a ce phénomène qu'on a appelé donc d'ambivalence. Une unité lexicale pouvait dénoter soit deux choses à la fois, soit l'une ou l'autre. Et il y avait quelque chose qui se passe dans le lexique un peu partout. Alors, ça, on le voit par exemple ici. Prenons neige. Alors je numérote neige 1, parce que c'est la numérotation du petit Robert, je pense, je ne sais pas, mais il y a plusieurs sens de neige en français. C'est sûr qu'il y a plusieurs sens de neige incontestables. Par exemple, c'était un terme d'argot pour la cocaïne, neige, donc ça c'est sûr que... Et c'était par métaphore. Oui, mais c'est normal que c'était dans les années 80, donc avant votre naissance. Mais il y avait même un film des années 80, un film policier, début des années 80, je pense, qui s'appelait Neige, qui se passait à Belleville, etc. C'est Neige qui est venue à Pouce, non? Non, je parle du français. Non, mais parce qu'on disait Snow aussi à la même époque. En français? En anglais. Ah, mais oui. Mais lequel est venu à Pouce? Ah bon, aucune idée, je ne sais pas du tout. On utilisait neige dans une BD de Tintin aussi. Pour de la cocaïne? Non, je ne crois pas. Ça, c'est dans l'Amérique latine. Oui, c'est ça. Ça, c'est après, je pense que là, c'est... Non, moi, je peux garantir qu'en 84, ça existait déjà. Et que, parce que je suis parti en 84. Et puis, le film Neige, vous pouvez y chercher, le film Neige, c'était avec cette actrice super qui est morte très jeune. Il y avait Jacques Stévenin dedans. Tu fais Stévenin, Neige, film, et vous aurez la date de ce film. Donc il doit être fin des années 70, début des années 80, peut-être avec une chanson de l'ancien boxeur, Lavilliers. C'était un polar qui se passait à Belleville, je pense, et c'était tourné autour de l'histoire de drogue. Donc ça, c'est une métaphore. Alors je ne sais pas en anglais comment ça s'est passé, je ne sais pas si en argot français on l'avait pris de l'anglais, aucune idée. Moi, d'ailleurs, je ne baignais pas trop dans le milieu de la cocaïne, donc je l'ai appris en fait quand j'ai vu le film. Je ne savais pas qu'on appelait ça la neige. Et maintenant, ça ne s'utilise plus, je pense, à faire ringard.
les grands-parents anciens toxicomanes qui peuvent l'utiliser. Mais... Bon, bref, il n'y a aucun doute qu'il y a plusieurs sens de neige, mais là, c'est intéressant de se poser la question parce que regardez, la neige s'accumule sur le toit. Je parle d'une substance, la neige s'accumule, ok ? La neige s'est arrêtée. Une substance, ça ne s'arrête pas. C'est un fait qui s'arrête. Donc ça dénote une entité, une substance. On peut même dire remplir un seau de neige, ok ? Mais remplir un seau de neige qui s'est arrêté, ça ne marche pas bien. Mais donc, neige peut être utilisée pour dénoter une substance ou pour dénoter un phénomène, un événement météorologique. C'est intéressant, il faut le savoir. Et la question légitime, c'est de savoir, mais ces deux acceptions alors ? Si ces deux acceptions, j'ai aucun problème. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de question théorique derrière. Mais si c'est la même acception, on a une unité lexicale qui peut dénoter aussi bien un fait qu'une entité. Et ça, c'est un problème. En fait, c'est tellement répandu que c'est... Il ne faut pas le considérer comme un problème. Notre problème, c'est qu'on ne le sait pas et qu'on ne sait pas comment on le traite. Et il faut trouver les solutions rapidement, parce que c'est juste un fait linguistique. C'est normal. En réalité, au début, je pensais que c'était un truc, quand je me suis aperçu de ça, que ce n'était pas très normal, que c'était marginal, mais ce n'est pas du tout marginal. Donc on fait le fameux coup du zogme, dont je vous ai parlé l'autre fois, et on regarde s'il y a un truc bizarre qui se produit. La neige qui s'accumulait sur le toit s'est soudain arrêtée. C'est parfait. C'est un zogme, j'utilise neige une fois, avec deux contextes qui en fait parlent de deux choses différentes, et ce qui s'accumule, ça peut être que de la substance, et s'arrêter, ça peut être qu'un fait. Et donc je fais ce zogme, des fois les gens disent zogme pour dire en fait l'effet de zogme, mais un zogme c'est une structure syntactico-sémantique si vous voulez, lexicale. Et ce qui intéresse, c'est quand on dit zogme, des fois on veut dire la figure de style ou l'effet de style produit par un zogme qui factorise en fait qui factorise ce qui devrait être une unité lexicale avec deux contextes qui ne sont compatibles, qui sélectionnent chacun deux unités lexicales. Donc là, ce n'est pas le cas, il n'y a aucun effet de zogme, mais vraiment aucun. Elle fut surprise par cette soudaine neige cotonneuse. Contonneuse. Il faut que je corrige, parce que contonneuse, ça fait un peu très étrange au niveau. C'est un peu presque vulgaire. Donc, elle est surprise par quelque chose de soudain. Neige, c'est un fait soudain, un événement soudain, et quelque chose qui a une certaine consistance. Donc un fait n'a pas de consistance cotonneuse. Donc normalement, c'est logiquement impossible. C'est possible si l'unité lexicale neige, et donc il n'y en aura qu'une ici, c'est neige 1, peut dénoter les deux. Et même, c'est et ou, elle peut dénoter les deux à la fois. Puisque j'utilise neige dans une occurrence, et à la fois je parle d'un événement et d'une substance. C'est beau quand même. Enfin, moi je trouve ça très beau. Et il faut bien maîtriser ça, parce que c'est partout. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Et surtout pour certaines familles sémantiques. Et je pense que c'est universel. Alors, c'est dur à dire parce que je n'ai pas étudié 1000 ou 2000 langues, hein, mais je veux dire en espagnol, enfin celles qu'on a en anglais, français, espagnol, russe, enfin on a ce genre de choses, ok ? Et c'est normal. Je pense que c'est tout à fait normal. Il y a quelque chose dans la structure sémantique des unités lexicales qui fait que les langues acceptent ça. Et même, they welcome it. C'est comme, ok, tu veux être sémantiquement violent, ben non. Viens, pas de problème. Prends une chaise et tout ira bien, c'est normal. On s'attend à ça, le lexique est fait pour ça. Et donc, c'est ça qu'on a appelé l'ambivalence sémantique. En cherchant des solutions pour les encoder au niveau des étiquettes sémantiques, mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des définitions ? Puisque quand une lexie est sémantiquement ambivalente,
ça veut dire qu'en fait, elle a 2 familles ou 3 de co-occurrence, même de co-occurrence libre. Neige 1 a à la fois la co-occurrence libre d'une unité lexicale qui veut dire événement et d'une unité lexicale qui veut dire substance. C'est très différent, c'est très très différent. En un sens, elle est à la fois un quasi-prédicat et un prédicat. Ce qui fait vraiment... C'est beau. Alors, il y a des ambivalences qui fonctionnent très en dessous dans la hiérarchie des sens. Par exemple, ça peut dénoter un type d'action ou un autre type d'action. Mais là, ce qui est spectaculaire, c'est que si on imagine, comme je l'avais mentionné, les faits, les sens, donc tout en haut, on a quelque chose, c'est le sens le plus général, et parce qu'on peut dire manger, c'est quelque chose que je fais tous les jours, mon teckel, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Donc, et sous quelque chose, il y a fait, et sous fait, il y a entité. Donc tout en haut des sens, il y a cette bipartition qui semble être assez radicale. Et donc ici, on a une unité lexicale là, qui est vraiment sous les deux. Et donc c'est majeur comme ambivalence. Du coup, je suis vraiment réveillé parce que je trouve ça vraiment excitant. C'est bon, c'est clair. Donc, si vous êtes comme Igor et vous n'aimez pas le terme ambivalence, trouvez-en un autre. Moi, des fois, j'arrive avec des termes, je les aime pas trop. J'essaye de ne pas créer de termes, de trop. Il ne faut pas avoir une prolifération de terminologie. Mais je vous ai dit, copolysémie, je ne suis pas particulièrement excité par ce terme. S'il y avait quelque chose de mieux... Ambivalence sémantique, moi, je trouve que ça va très bien. C'est juste ambivalent, ça a comme 2 valeurs, ou plusieurs valeurs. Oui ? C'est la chaleur ou c'est une question ? Non. J'ai fait le geste. Le bon, c'est bon. Le quoi ? Le bon. Ah, c'est bon ? Le vent qui Le a vent. Ah, le vent, d'accord. Non, parce que les gestuels, c'est tellement culturel que des fois, comme il y a une gestuelle vraiment que j'aime beaucoup en Inde, et peut-être c'est dans d'autres pays, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un mouvement de la tête qu'on voit... Et je ne sais pas exactement dans quel contexte on le fait, parce que ça peut être des fois pour quelque chose de négatif, des fois pour quelque chose de positif, et il y a des gens qui le font beaucoup plus que d'autres. Mais c'est très chouette, enfin je ne sais pas, et ça se fait, donc c'est vraiment... Bon, c'est un geste vraiment intéressant, parce que ça ne se fait vraiment pas partout, en Europe par exemple. Je ne connais pas de culture. Bon, on peut faire ce geste un peu, mais par exemple, très codé avec une expression faciale pour un truc très particulier. Mais ici, il y a comme une espèce de rotation. La tête a cette capacité d'avoir cette rotation comme en permanence, et c'est utilisé pour... Mais c'est presque comme de la danse quand on regarde. C'est que quand on dit ça, c'est oui. Et si on dit ça, c'est non. Ouais, mais il n'y a pas que pour oui. L'autre fois, là, quand on mangeait après la balade, ta copine le faisait beaucoup, et c'était pas du tout pour dire oui ou non. C'est plus compliqué que ça. Oui, mais le même geste, Je ne la ça peut voyais être pas, pas je sûr. ne voyais pas. Non, mais exactement ce geste... Non. Oui, mais exactement ce geste-là n'existe pas en France. Celui-là, exactement. On peut avoir un mouvement latéral de la tête, mais exactement ce texte... D'ailleurs, j'ai du mal à le faire parce que j'ai pas... Comme c'est pas un mouvement que je fais. Parce que c'est pas ça. C'est comme s'il y avait un pivot et la tête pivote comme ça. C'est vraiment pas évident à faire. Et pour quelqu'un de l'extérieur, ça ressemble à de la danse, un mouvement de danse, qu'on fera avec la tête. Bon, en tout cas, c'était en passant. Et donc là, je croyais qu'il y avait un mouvement que je connaissais pas. Il y en a 18 dans la danse classique, il y en a 18. De mouvement de la tête ? Oui, bon. Du coup, ok. Donc 18. J'imagine que c'en est un des 18. Mais c'est fait même par des gens qui ne font pas de la danse, clairement. Et bon. En tout cas, bref, c'est très intéressant quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi que quand c'est jumelé avec autre chose, c'est-à-dire avec une expression de visage, les yeux
Donc, Oui, ça passe des messages très très variés. d'accord. Et en plus géographiquement, enfin si c'est le continent américain, si c'est l'Europe, si c'est l'Asie, ça change. Ah non, 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 mais moi je parle de ce geste et je vous garantis, il n'existe pas en Europe. Il n'existe pas. Ça veut dire, s'il y a quelque chose qui lui ressemble, ça lui ressemble. Mais ça, c'est un geste, là, ce geste-là de la tête. Évidemment, on fait des mouvements latéraux, etc. Mais c'est un truc, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose. Ça, c'est sûr. Il y en a qui sont faciles, comme, oh, il y a un truc très rigolo. Excusez, ça semble sortir, mais c'est l'interaction. Vous savez, dans la culture chinoise, j'imagine que ça ne se fait pas ici. Ah, quoique, je ne sais pas, ça dépend comment vous comptez sur les doigts. Donc, on ne compte pas sur les doigts de la même façon. Mais 5, c'est ça. C'est Wu 5. Ouais. Et donc, souvent, par exemple, à Singapour, quand tu veux dire 5, tu fais comme ça. Ça coûte combien? Tu fais ça, ça veut dire $5. Ouais. Et ça veut dire, donc c'est Wu, c'est 5. Parce que quand on compte, on fait. En France, on fait. Mais en Chine, on fait ça, 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 ça et ça. 5, oui, mais on commence avec cette. C'est ça, en Chine aussi, oui. Voilà, voilà. Et- Ok. Ça peut être ça aussi. Hein. Non, mais j'ai Dans le fait ça. sud. Non, dans le sud. Non, je rigole pas. Dans le sud, il commence comme ça. Ou là, comme ça. Ouais, mais Oui, ça. l'Inde, on est d'accord, c'est quasiment, c'est un continent, ok? Donc le nord, le sud, c'est pas comme la banlieue nord, la banlieue sud. Ambivalence sémantique. Oui, non, mais juste pour dire, un jour j'assistais à une conférence à Singapour et il y avait donc le conférencier, c'était un Allemand, bon, et, enfin francisé, enfin, et il était très sérieux, très sérieux. Et puis il faisait sa conférence, et donc c'était à Singapour, c'était un petit peu formel, et il y avait la personne qui faisait le chair, et donc qui signale aussi le temps qui reste. Et à un moment, c'était trop drôle, parce que bon, moi je savais, mais le collègue il savait pas. Le gars voulait lui dire il reste 5 minutes, et il lui fait comme ça, ce qui veut dire ferme ta gueule. Et le gars, il était comme. C'était vraiment. C'était tordant. Et j'ai arrêté d'écouter la suite de la présentation. Tellement c'était drôle. Bon, en tout cas, ce mouvement de la tête m'intéresse beaucoup. Et je pense que ça prend quelqu'un de l'extérieur pour vraiment le percevoir dans son caractère spécial. Bon, donc on sait l'ambivalence sémantique, c'est quelque chose comme ça. Le problème, c'est comment ça se modélise et quelles sont les conséquences de l'ambivalence sémantique, à part que l'unité lexicale a une double combinatoire libre déjà, ou potentiellement triple, parce que l'ambivalence pourrait être triple. Rien ne dit que ça doit s'arrêter à 2. On n'est pas sérieux. Hein. Enfin, c'est moi, je ne suis pas sérieux, c'est de ma faute, c'est moi qui vous envoie sur des digressions et tout, mais c'est de la sémiotique quand même. Donc, regardons ce qu'a fait le petit Robert. Et le Robert, il me l'a baillé belle. J'ai été époustouflé par sa définition de neige 1. Regardez comment ils ont défini. Eau congelée dans les hautes régions de l'atmosphère, virgule, et qui tombe en flocons blancs et légers. Ce n'est pas une définition ordinaire. Il y a une pause au milieu, prosodie, donc il faut imaginer qu'on le lit à haute voix. Eau congelée dans les hautes atmosphères, en fait, on parle d'une substance. Pause, et qui tombe, on parle d'un phénomène. C'est génial, leur définition. Je ne dis pas que c'est la seule façon de le définir, que c'est on peut faire mieux, c'est sûr et tout, mais je ne sais pas les discussions qu'ils ont eues quand ils ont fait ça, je ne sais pas si c'est très raisonné, j'en sais rien, mais c'est très bien, c'est super. Parce que cette définition, elle est basée sur une conjonction, avec une pause qui montre clairement qu'on parle en fait de deux choses différentes, mais tout en parlant de la même chose. Parce qu'ils ont dit, ils n'ont pas dit eau congelée qui tombe dans l'atmosphère ou la chute de cette eau. Ils ont dit et qui tombe. Donc, ils ont quand même organisé une certaine fluidité dans ces deux composantes. Donc, c'est très très beau. Quand on pense à l'ambivalence sémantique, on sait que ça existe. On comprend cette définition. Et elle rend très bien compte des choses.
elle montre qu'il y a deux parties. Et justement, question qu'on peut se poser, c'est avec pluie, par exemple. Est-ce que du coup, c'est la même chose avec pluie? Est-ce qu'on va le définir pareil? Ben, tout de suite, il va falloir réfléchir à pluie, parce que c'est sûr que ce ne sera pas pareil. Parce que je peux dire, j'ai rempli un seau de neige, mais on ne peut pas dire en français, j'ai rempli un seau de pluie. On doit dire, j'ai rempli un seau d'eau de pluie. Mais on ne peut pas dire, j'ai rempli un seau de pluie. Est-ce que ça veut dire que pluie n'a pas d'ambivalence sémantique? Vous le saurez demain. Et en fait, on verra, oui, la séance 11, c'est déjà demain, l'avant-dernière séance. Mais on voit déjà qu'il y aura une différence, mais est-ce que ça veut dire que du coup, il n'y a pas d'ambivalence? Donc c'est un phénomène, je trouve, particulièrement intéressant. Est-ce qu'on fait la pause maintenant ou... Enfin, je ne sais pas, c'est juste parce que je suis arrivé à une étape. Donc, Non, parce que justement, quand vous avez... Donc là, il y a des questions, oui. Parler à propos de la neige, ce qui n'est pas la réalité ici, mais étant donné un événement atmosphérique, alors moi j'ai pensé à la pluie. Et donc, justement, nous avons un terme, saison de la pluie, qu'on appelle pausa. La saison des pluies, oui. Mais comme cette deuxième phrase où il y a la neige s'est arrêtée. Oui. Alors là, est-ce qu'on peut le dire avec le terme équivalent de juste la pluie? La pluie s'est arrêtée, oui. Non, la pluie s'est arrêtée pour dire que la saison n'est plus là. Hein? Parce qu'on va dire que pausa semble là, mais s'il s'agit de dire la pluie, alors il faut dire pausgela. Hein? Alors, Oui, mais... On est allé. Hein? Mais ça veut dire que c'est arrêté. Oui, mais parce que cette unité lexicale dénote une période de temps. C'est la période de temps pendant laquelle il pleut. Oui. Donc il faut faire très attention. Et ça, en français, il y aura du pluriel qui sera impliqué dans ce cas-là. Comme par exemple, la traduction en français, c'est saison des pluies. Donc on dit la saison des pluies. Et c'est comme par exemple neige, il y a une acception de neige qui dénote en fait une étendue de terrain. Et c'est pluriel, les neiges. Le roman Les neiges du Kilimandjaro, ça dénote une étendue de terrain couverte de neige. Et donc il faut regarder aussi la morphologie de ces unités, puisque vous avez... Il y a du singulier pluriel en marathi? Oui, c'est seulement toujours singulier. Oui, mais le nombre grammatical existe. Masculin, oui. Non, le nombre grammatical existe. Quoi? Est-ce qu'il y a une flexion en nombre des noms? Si. Singulier, pluriel. Non, en règle générale. Oui, en règle générale. Oui, ok, donc ça veut dire il a un nombre, c'est qu'il est singulier. Oui. Mais vous ne pouvez pas dire de pluie. Non, ça a été... Non, mais la saison de pluie, on peut le mettre au pluriel. Mais pluie, non. De pluie, mais pas les pluies. C'est toujours la pluie. En français, on peut pluraliser. La mousson et les moussons, c'est la même chose. Non, mais en français, on peut dire deux pluies. On a eu 2 grosses pluies hier. Donc vous me dites qu'on ne peut pas. On peut-tu ou on ne peut pas? On a eu 2 grosses pluies. Donc pluie est non comptable. Non, mais vous... En tout cas, moi je peux vous garantir, pour ce qui est du français, pluie est comptable. On peut dire 2 pluies, 3 pluies, 3 grosses pluies. Si ce n'est pas comptable, ce qu'on considère comme étant la traduction de pluie en marathi, si ce n'est pas comptable, ça veut dire que ça n'a pas le même sens. On va dire il a plu 2 fois, mais on va pas Alors dire peut-être qu'il y a que... 2 pluies. Même en hindi, दो बार 2 fois, 2 bariches. Ok, ça veut dire que le sens de pluie n'est pas le même qu'en français. Le sens est différent. Et s'il y a de l'ambivalence, elle ne sera pas la même. On reviendra là-dessus à la leçon de demain.
et vous pouvez commencer à y réfléchir. Et est-ce que... C'est quoi la combinatoire libre de cette unité lexicale? On ne peut pas le compter, vous dites. Il faut être sûr qu'on ne peut pas le compter. Est-ce que c'est compatible avec commencer, s'arrêter? Commencer à 10h, s'arrêter à 11h? OK. Est-ce que c'est compatible avec une substance? Est-ce qu'on peut mettre ça dans un seau? Oui ou non? L'eau de la pluie. Oui, on ne peut pas dire là, oui, comme la neige. On dit l'eau de pluie. Donc, c'est intéressant, c'est parce que ça dénoterait, un peu comme pluie en français, donc de toute façon, ça dénote un fait. Pourquoi ce fait n'est pas comptable? C'est parce qu'il faudra que la définition puisse rendre compte en français que c'est comptable. Parce qu'en français, une pluie, ça existe, donc c'est une instance de cet événement. Il est possible que le nom auquel vous pensez là, ça ne dénote pas une instance d'un fait, mais un état atmosphérique, par exemple. Et là, ce serait beaucoup plus dur à compter. C'est le fait qu'on est en situation de pluie. Et donc, compter la situation, c'est plus dur que de compter un événement. Donc, c'est comme un peu quand on dit une condition météorologique. Le terme générique condition météorologique dénote pas un fait, ça note un état d'un endroit. Et ça, c'est beaucoup plus difficilement comptable, l'état d'un endroit, 3 états d'un endroit, que le fait. Le fait, on peut dire il y a eu 3 faits, 4 faits, 5 faits, ça marche très bien. Donc, il y a sûrement quelque chose qui se passe ici, qui est que, en fait, la composante centrale de la définition, pour ce terme pluie, enfin ce terme, c'est pas pluie, et le terme français, ce ne sera pas la même chose. La pluie en français, c'est quand même un événement. Pluie ne veut pas dire pluvieux, c'est ça que je veux dire. Être pluvieux, ce n'est pas un événement, c'est un état. Et on ne peut pas être pluvieux 3 fois, ça se dit très mal. Donc, j'imagine un verbe être pluvieux et un nom fait d'être pluvieux. Ce nom fait d'être pluvieux sera difficilement comptable. Mais fait de pleuvoir sera comptable. Donc il doit y avoir une nuance de sens. J'ai pensé à ce poème et heureusement maintenant grâce à l'Internet, tout le poème est disponible. Tu veux dire que l'Internet aide la poésie, fait de notre monde moderne? C'est que ici, la disponibilité. C'est qu'il y a un poème de Kavi Anil qui parle de Paus où il a personnalisé la pluie. Oui. Donc, असा उशिरा आलेला पाऊस तळ हातावर झेलून घ्यावा, टिपून ल्यावा पापण्यांवरती कपाळीच्या घामामध्ये मिळवावा, डोईत पेरावा त्याचा ओलावा, पाठीवरून निथळू द्यावा, कोरडे पडले ओठ उघडून वरच्यावरती चुंबून घ्यावा, त्याला बोलू नये आधी कोणी आणि काढू नये त्याचे बहकणे, खोटे बोलणे, खोटे भरोसे देत राहणे, पाहणे सांगणे, वेळा चुकवणे, सांगू नये त्याला आपले गारहाणे, वाट पाहणे, अधीर होणे, पापशंका मनी उभ्या ठाकणे, पोटी धस्स होणे, धुसफुसणे, त्याला उघडून क्षितिजाचे पाहून लाडे लाडे उडी घट्ट आवळावा, पाठ घड्यांवर बसून त्याशी गोड कौतुकाचा खेळ खेळावा. Et donc, ça devient comptable ou pas? C'est la personnalisation. Oui, mais si c'est personnalisé, on peut avoir 3 personnes et donc 3 pluies. On l'a fait comme si c'est un amant qu'on attend toujours et qui n'arrive Oui, pas. on fait ça en poésie, comme le poème de Prévert, Le désespoir est assis sur un banc. Ouais. Vous connaissez ce poème? C'est un très beau poème, très, très beau. Et donc c'est un monsieur, il ne faut pas lui parler, il ne faut pas s'asseoir à côté de lui, etc. Et il y a une chanson de Jules Boccan, un poème belge qu'il a mis en chanson. Dit, il faut partir, dit bonsoir à Monsieur l'Avenir. Donc même l'avenir, on peut le personnaliser, il faut dire bonsoir à Monsieur l'Avenir. Bon, en tout cas, il y a quelque chose. Et vous pouvez commencer à y réfléchir parce que votre définition de ce nom doit rendre compte de la combinatoire libre. Si on ne peut pas le compter, parce que souvent dans les dictionnaires britanniques, par exemple, on dit comptable, non comptable. Moi, j'aime pas trop. Je pense que la définition, elle doit faire en sorte qu'on sait si c'est comptable ou non comptable. Par exemple, si l'unité lexicale se définit par substance telle que,
parce que ces substances, ça va être comptable dans le sens où ça voudra dire 3 types de substances. Donc on sait que eau sera entre guillemets non comptable, mais c'est toujours comptable. Mais si on dit 3 eaux, ça voudra dire 3 types d'eau. Il n'y a aucun problème pour le faire. Donc ça ne sert à rien dans un dictionnaire de dire non comptable. Alors, je ne suis pas trop sûr, parce que ce n'est pas ma langue maternelle, l'anglais. Mais je ne suis toujours pas convaincu qu'on a besoin de le faire. Je pense que la définition doit laisser anticiper. Au moins, pour le français, c'est sûr, et il me semble que pour l'anglais aussi. Pour d'autres langues, ça pourrait être différent. Mais pour l'anglais, j'ai vu aucune évidence. Si tu me donnes la bonne définition, je peux savoir. Et si ça a l'air de devenir comptable, c'est que le sens n'est pas le même. OK ? Donc, c'est comme en québécois, mais j'ai même quelqu'un, une fois, un Américain, qui me dit « mais ça se dit pas », et je lui ai montré que ça se dit. Évidemment, la police, c'est comme une substance, c'est une institution. Mais si vous écoutez les gens parler au Québec, on dit il y a 3 polices qui sont venues. On va dire, mais c'est juste parce que c'est un autre sens. Ça veut dire des policiers, des membres de la police. Et évidemment, du coup, ça devient comptable. C'est comme en français, en France maintenant, personnel est devenu comptable. Parce que ça veut dire membre du personnel. Donc dans les documents administratifs, ils ne disent pas des membres du personnel, je ne sais pas pourquoi, on dit tous les personnels du CNRS, etc. Donc on ne veut plus dire membre du personnel. Je ne sais pas pourquoi, mais... Donc, ouais, non, mais on aurait pu dire des personnels dans le sens des types de personnel. Mais c'est devenu unitaire, en fait. Il y a un sens aussi unitaire. Parce que sinon, police, à cause de sa définition, c'est une institution, etc., c'est comme une substance. C'est comme eau, police. Et donc, c'est normal ce soit bizarre de dire 3 polices. Mais sauf que ça voudrait dire 3 types de police. Donc, à Nancy, on a 3 polices. La police municipale, la police machin. Comme on boit 3 eaux, l'eau minérale, de l'eau truc, on peut toujours le faire. Ça veut dire type 2. Mais ça vient du sens. Donc là, il y a quelque chose. Et à mon avis, il faut faire une bonne définition qui rende compte du fait que je vous fais confiance, c'est pas comptable. Sachant que pluie en français, c'est comptable. C'est pas... Et mon hypothèse, c'est que ça parle plus d'un état du ciel ou un état pluvieux du lieu que d'un fait véritable, qui peut durer 10 minutes ou n'importe quoi. Ce qui pourrait... Enfin, d'un fait événement. C'est un événement, c'est comptable. Un état, c'est plus difficilement comptable. C'est comme une substance. Donc peut-être c'est ça, je ne sais pas, c'est comme une hypothèse comme ça, mais j'y connais rien, je ne sais pas du tout, je ne connais pas.